Bonjour. Merci Nassira El Moadem pour cette présentation et merci aux femmes d'histoire pour l'invitation aux rencontres consacrées aux femmes artistes. Donc je suis heureuse de représenter l'association AWARE, qui est l'acronyme de Archives of Women Artists Research and Exhibitions. Une association loi 1901 à but non lucratif, cofondée par Camille Morino, qui est conservatrice, historienne de l'art, commissaire d'exposition, spécialiste des artistes femmes. Pourquoi les artistes femmes? Alors, elles sont très souvent et toujours peu montrées, peu collectées et avant tout peu étudiées. Car ce manque d'information est aussi la source de leur représentation insuffisante dans des expositions et dans des collections. Pour résumer la chose peut-être de manière un peu plus synthétique, on ne présente que ce qu'on connaît et on ne connaît que ce qu'on présente. C'est comme un serpent qui se mange la queue. Alors, comment sortir de l'impasse ? En 1989, le collectif américain Guerrilla Girls a organisé une action intitulée Do Women Have to Be Naked to Get into US Museums? Est-ce que les femmes doivent être nues pour accéder aux musées américains? Et il s'agissait d'une campagne d'affichage qui critiquait le fait que, par exemple, au Metropolitan Museum de New York, donc le Met Museum que vous voyez à l'écran, moins de 3% d'artistes exposés étaient des femmes, alors que 83% de nus exposés étaient des nus féminins. Mais cette invisibilisation d'artistes femmes appartient-elle au passé? Alors, on pourrait avoir l'impression aujourd'hui, dans le contexte actuel, l'intérêt pour les artistes femmes semble s'accroître, qu'on en parle trop, que peut-être elles sont déjà assez exposées. Mais en fait, regardons les statistiques, parce que les statistiques montrent le contraire. Alors, à l'écran, on voit notamment des grands événements internationaux de l'art contemporain, et des grandes institutions internationales de l'art contemporain. Par exemple, tout en haut, le Centre Pompidou. Entre 2007 et 2014, les femmes représentaient moins de 20% d'exposition au Centre Pompidou. À la Berlinische Galerie, c'était un peu au-dessus de 20%. À Reina Sofia, à Madrid, un grand musée d'art moderne de Madrid, à peu près 30%. Alors que, par exemple, au Jeu de Paume, à Paris, les femmes étaient représentées presque ou à peu près 40%, ce qui est d'ailleurs ici lié à une politique spécifique menée par l'ancienne directrice de ce lieu, Martha Gilly, qui tenait beaucoup à exposer les artistes femmes. Donc ce n'est pas une fatalité, ça dépend aussi beaucoup des institutions. Alors, dans le monde, par exemple, en Grande-Bretagne, on voit la même chose. À la Tate Moderne, un tout petit peu au-dessus de 20%. À la Hayward Gallery, autour de 20%. À la Serpentine Gallery, un peu plus au-dessus de 20%. Alors qu'à la Whitechapel, on est autour de 40%, où la directrice Ivona Blaswick a aussi insisté sur le fait qu'il fallait plus exposer les artistes femmes. En France, ici, on a encore des grands événements comme la Biennale de Venise. Alors, la Biennale de Venise de l'année dernière a été presque paritaire. Les femmes étaient à plus de 48%. Et elle était dirigée par un homme, Ralph Rugoff. Donc, ce ne sont pas toujours les femmes directrices artistiques et conservatrices qui mettent en avant les artistes femmes. On voit la Biennale dirigée par Christine Massel. En 2017, les femmes était à 32%. En France, on voit aussi qu'on est loin d'atteindre la parité. Pardon, mais je ne vois pas très bien sur le petit écran, donc je suis obligée de me tourner. La part des femmes dans des fonds régionaux et des centres d'art contemporain est autour de 30%. Et les femmes collectées par les Fonds nationaux d'art contemporain, par exemple, on voit que la courbe n'est pas du tout rectiligne,
Nous sommes à 43% d'acquisition en 2015, mais en 2016, on retombe à 12%. Quand il s'agit du marché de l'art, les prix des œuvres d'artistes femmes ont beaucoup augmenté ces dernières années. Et d'ailleurs, le marché de l'art pour les œuvres d'artistes femmes a plus que doublé en 10 ans. Il est passé de 230 millions de dollars à 595 millions de dollars, ce qui est une augmentation plus rapide que l'augmentation du marché de l'art de manière générale, dans sa totalité. Mais les femmes, il faut dire qu'elles partent quand même d'un pourcentage très bas parce qu'elles ne représentent que 2% du marché, des ventes qui se font sur le marché de l'art. Et dans ces 2%, une grande partie, en fait, la majorité, on est à 40%, enfin c'est pas la majorité, mais c'est une grande partie, ce sont les mêmes noms d'artistes, ce sont vraiment une sorte de grands arbres qui cachent la forêt. Les artistes les plus présents sur le marché, qui sont Yayoi Kusama, l'artiste japonaise, Joan Mitchell, artiste américaine, Louise Bourgeois, artiste franco-américaine, Georgia O'Keeffe, artiste américaine, et Agnès Martin, artiste américaine. D'ailleurs, vous voyez bien que c'est aussi, à part Yayoi Kusama, une représentation très occidentale. En revanche, les étudiants et les diplômés des écoles d'art sont majoritairement des étudiantes et des diplômés. Et les femmes, elles représentent plus de 60%. Alors, que se passe-t-il, hein? Pourtant, les avantages d'être artiste femme sont très nombreux et les Guerrilla Girls ont pris le soin de les énumérer. Je vous les lis en français. Travailler sans la pression du succès, ne pas avoir à être dans des expositions avec des hommes, pouvoir s'évader du monde de l'art grâce à ses 4 boulots en freelance, savoir que sa carrière peut être lancée après 80 ans, ne pas être coincé dans un poste d'enseignant titulaire, voir vos idées vivre dans le travail d'autres, avoir l'opportunité de choisir entre carrière et maternité, ne pas avoir à s'étrangler avec ses gros cigares ou de peindre dans des costumes italiens, avoir plus de temps pour travailler quand ton partenaire te quitte pour quelqu'un de plus jeune, être inclus dans des versions révisées de l'histoire de l'art, ne pas avoir à subir l'embarras d'être appelé un génie, et là elles rejoignent votre réflexion, enfin avoir votre photo dans des magazines d'art portant un costume de gorille, parce qu'elles mettaient ce costume dans les cadres de leurs actions. Donc voilà, il fallait mettre un déguisement pour attirer l'attention du monde de l'art et des magazines d'art. Alors pourquoi les artistes femmes sont si mal représentées? Et là, je reprends un peu ce que disait déjà Martine Lacasse. Il faut regarder l'histoire de l'art de manière critique, hein. Il ne s'agit pas d'un récit objectif, il s'agit d'une construction. Il faut être conscient et consciente de l'existence des mythes puissants qui entourent les artistes et de l'aveuglement finalement fréquent des spécialistes, des auteurs, d'autrices, historiens et historiennes de l'art quant aux conditions économiques et sociales de la formation des artistes femmes, de la production de leurs œuvres et de la façon dont ces dernières ont été et sont toujours reçues, hein. L'histoire de l'art est une histoire de notre propre amnésie, avait écrit une fois Paul Preciado, un philosophe espagnol. L'existence des artistes femmes a pourtant été reconnue entre le XVIe et XIXe siècle, et d'ailleurs jusqu'au courant du XIXe siècle, puis pratiquement déniée par les auteurs modernes. Alors Vasari, par exemple, donc le fondateur de l'histoire de l'art tel qu'on la conçoit en Occident, a mentionné un certain nombre d'artistes femmes dans ses vies. Il a par exemple mentionné Sophonie Sparagisola. Il a aussi consacré une vie à la sculptrice Prospercia de Rossi, certes en s'intéressant à ses œuvres infiniment petites, mais quand même, elle est grande, mais elle est présente dans son histoire de l'art, alors que, par exemple, dans l'ouvrage le plus lu de l'histoire de l'art du XXe siècle, celui de Gombrich, The Story of Art, l'histoire de l'art, dans la toute première édition de 1950, les femmes en sont complètement exclues. Et c'est d'autant plus intéressant que son ouvrage s'ouvre par la phrase suivante.
disant nettement, tout d'abord, qu'à la vérité, l'art n'a pas d'existence propre, il n'y a que des artistes. Ah bah alors, il n'y a que des artistes hommes, pour lui. Attendez, hop, voilà. Pourtant, la question de cette exclusion est posée, par exemple, en littérature, dès les années 20 par Virginia Woolf, dans le texte que peut-être certains d'entre vous connaissent, Une chambre à soi, où justement l'écrivaine pointe les obstacles sociaux et économiques aux carrières des écrivaines. Hein, et elle revendique d'avoir de l'argent et une chambre à soi pour pouvoir écrire. Cette question est reposée plus ouvertement en 1971 dans le domaine de l'histoire de l'art par Linda Nochlin, que donc, nous avons toutes citées, et dans le titre de l'article Why have there been no great women artists? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes femmes artistes? A servi de titre de nos rencontres. Alors vous avez bien remarqué, c'est un titre très provoquant, et car il propose ici l'idée très controversée qu'il n'y a effectivement pas eu, jamais eu de grandes artistes femmes. Alors, il faut quand même lire tout le texte pour comprendre la façon dont Linda Nochlin analyse cette question, hein, car ce texte est plutôt un appel à la vigilance dans la discipline de l'histoire de l'art. Elle nous propose d'appréhender avec esprit critique ce qu'on croit naturel, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas eu de grandes artistes femmes. Hein. La réponse sous-entendue à cette question, qui est posée dans le titre de l'article, et c'est pour ça il est certainement devenu aussi tellement lu, relu et cité, c'est que la réponse sous-entendue serait parce que les femmes sont incapables de grandeur. Et bien justement, c'est pas ce qu'elle dit dans son article. Elle nous invite plutôt à porter l'attention aux conditions spécifiques dans lesquelles les femmes ont pu exercer. Et bien sûr, une des premières questions est l'accès des femmes aux institutions et à l'éducation, la chose que vous avez étudiée plus en détail, donc je vais peut-être passer, mais comme vous avez dit, les femmes en France, par exemple, accèdent à l'éducation à l'École nationale des beaux-arts, quand en 1876, donc après toute une période aussi de revendication et de lutte, elle y accède au moment où cette école n'a plus la force de proposition. La nouveauté dans l'art, les nouvelles recherches se font ailleurs. Une autre question, et là on s'approche plus peut-être aussi de mon sujet, qui est celui de l'art du XXe siècle, c'est que les femmes sont exclues du grand récit de la modernité. Ici, on voit un accrochage au MoMA, Museum of Modern Art à New York, l'une des institutions les plus importantes pour l'art moderne dans le monde, celle qui a, dans les expositions, ont créé ou contribué à la création du canon moderne. Ce sont des expositions qui ont contribué aux carrières, enfin, ont légitimé les carrières des grands artistes tels que Picasso, Matisse, Braque. Et ben, dans ces expositions, les femmes étaient quasiment absentes. Hein. J'ai étudié il n'y a pas longtemps un exemple d'une exposition consacrée dans les années 30 par Alfred Barr, donc le directeur historique de ce musée, aux artistes européens, et il n'y a qu'une femme dans les avant-gardes européennes, selon lui, c'était Marie Laurencin, sur plus de 30 artistes. Alors, l'histoire donc de l'art, écrite au XXe siècle, se développe comme un récit, enfin son récit se développe d'une manière à... Enfin, j'arrive pas à reformuler ma phrase. Les femmes sont, si elles ne sont pas exclues de cette histoire de l'art, elles sont en général considérées comme des artistes moins importantes et mineures, encore une fois, et cela souvent aussi par nature, comme si elles étaient par nature de moindre talent et sans importance historique. Cela est bien sûr lié au stéréotype de genre, ce mythe de génie individuel dont vous avez parlé et que Linda Nochlin analyse elle aussi de manière très critique. Je me permets de citer ici d'autres historiennes de l'art féministe, Rosika Parker et Griselda Pollock, qui parlent d'une idéologie qui fit des artistes des êtres exceptionnels et des femmes artistes des exceptions.
un beau chiasme. Donc l'art serait par essence un domaine masculin de ce point de vue, du fait des qualités et des efforts qu'il mobilise, comme la dextérité, la rigueur, la détermination, et la pratique de l'art par des femmes, de ce point de vue, serait plutôt associée à un passe-temps ou à un loisir, des genres mineurs. Le mariage et la maternité y sont aussi pour quelque chose. Même aujourd'hui, les femmes interrompent leur carrière plus tôt et souvent plus facilement que les hommes. Alors, quel est le point de vue d'Ewer sur la question? Nous considérons que les grandes artistes étaient, en réalité existaient, notamment au XXe siècle, et elles étaient nombreuses. Donc, le problème est plutôt du côté de la visibilité. Elles ont manqué de visibilité. Les informations sont insuffisantes à leur sujet. Donc notre travail consiste à rendre ces informations accessibles et à encourager la recherche sur leurs œuvres et leur carrière. Alors, une des raisons de cette exclusion, c'est les stéréotypes ou le phénomène que j'appellerais le phénomène de la femme 2. Cela a concerné un certain nombre de femmes artistes importantes, comme Léonore Fini ou Frida Kahlo, qui ont été retenues par l'histoire, non grâce à leur œuvre dans un premier temps, mais plutôt grâce à leur relation anecdotique avec un homme artiste. C'était aussi le cas de Sonia Delaunay, donc une actrice importante de l'apparition de l'abstraction dans les années 10, qui a été éclipsée par la carrière de son mari. Et pendant un certain temps, elle l'a vu comme quelque chose de normal. J'ai une citation d'elle assez intéressante. Elle a dit un jour, « J'ai eu 3 vies, une pour Robert, une pour mon fils et mon petit-fils, une plus courte pour moi-même. Je n'ai aucun regret de ne pas m'être plus occupée de moi-même, je n'ai vraiment pas eu le temps. » Une autre artiste, femme 2, c'est par exemple Dora Maar, la muse et maîtresse, connue, retenue par l'histoire comme la muse et la maîtresse de Pablo Picasso, et avec l'image de la femme qui pleure, donc femme souffrante aux limites de la folie, et cette image qui occulte son œuvre singulière, le fait qu'elle était une photographe centrale pour le mouvement surréaliste, et qu'au moment où elle rencontre Picasso, elle expose déjà avec les surréalistes, elle a une carrière artistique indépendante. Un autre exemple, Louise Bourgeois, l'exemple de la reconnaissance très tardive. Aujourd'hui, on parle parfois des mamies de l'art ou du rétro-féminisme, du fait qu'on s'intéresse aux femmes artistes très âgées. C'est un phénomène très courant qu'on ressort les œuvres des artistes qui sont plutôt en fin de leur carrière. Louise Bourgeois, quand elle a sa grande rétrospective au Centre Pompidou en 2008, elle a 97 ans. Un autre exemple un peu moins connu, mais je trouve très intéressant, c'est Carole Rama, l'artiste italienne qui fonctionnait en marge des avant-gardes italiennes d'après-guerre. En 2003, elle est morte en 2015. En 2003, elle a reçu le Lion d'Or pour sa carrière à la Biennale de Venise et interrogée si elle était fière de ce prix, qui est une distinction majeure pour les artistes vivants. Elle a répondu « J'en suis perplexe et tout cela maintenant, c'était clairement trop tard ». Il y a bien sûr aussi des exceptions qui confirment la règle. Annette Messager, en France, Sophie Calle, ou Marina Abramovic, que vous connaissez certainement, qui, elle, par exemple, elle a réussi à faire oublier son partenaire, Ouley, qui a co-créé les œuvres parce qu'ils travaillaient en duo, et aujourd'hui, elle est obligée, suite à un procès, de mentionner son nom sur les œuvres qu'elle présente. Comment est-ce qu'on a fait pour remettre les femmes dans l'histoire de l'art? Des méthodes passées par des expositions, et là je vais accélérer. Donc, comme vous avez dit, exposer, c'est raconter une histoire, et l'exposition la plus importante qui a lieu dans les années 70 à ce sujet était celle qui s'intitulait Women Artists de 1550 à 1950, et proposait une revision de l'histoire de l'art à travers les œuvres des artistes femmes. Dans les années 2000, une grande explosion d'œuvres d'artistes femmes dans le monde, notamment aux États-Unis, avec Global Feminisms et WAC.
En France, des publications comme Femmes artistes, artistes femmes, qui pose justement, le titre pose la question que vous avez posée, et Elle au Centre Pompidou. Enfin, Dictionnaire universel des créatrices, et je reviens sur Aware, qui est donc notre association, et je vous invite à consulter notre site qui possède un répertoire d'artistes femmes en ligne, en français, en anglais, et un centre de documentation à Paris qui est ouvert à tout le monde, gratuit, accessible, et un programme de visite. Merci. Merci à vous, Mathilda.